Salam alaikum. Bonjour à tous et à tous. Alors moi je vais faire ma communication en français. Je ne sais pas si après s'il y a des personnes dans la salle qui ont besoin de la traduction. Peut-être quelqu'un va se porter volontaire pour leur faire un résumé parce que je vois beaucoup plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. Déjà ça montre l'importance attachée à la recherche. Mais avant de commencer ma communication, je voudrais passer par le protocole diplomatique et remercier le coordinateur de l'unité qui a bien voulu me confier l'organisation de cette journée dédiée sur les questions migratoires et genre, je dirais, sur les questions relatives à la femme et immigration. Mais aussi remercier mon collègue, le docteur Eliman Khan, qui a bien voulu modérer ce panel. Remercier aussi les doctorants et docteurs qui ont bien voulu aujourd'hui se lancer, parce que tout à l'heure je discutais avec l'un d'entre eux en lui disant oui, nous en tant que spécialistes sur la question de la migration, on se réjouit de voir les gens s'intéresser à notre domaine, mais il faudrait bien qu'il y ait quand même un petit cadrage. Et aussi, cela étant dit, je m'en vais un petit peu faire une petite communication sur le 8 mars. Parce que depuis hier ou avant-hier, je vois beaucoup d'images sur les festivités. Les gens, ils organisent des fêtes, ils dansent, ils portent même les habits de la même couleur, alors que l'objectif, ce n'est pas de faire la fête. C'est une journée de réflexion, comme nous l'avons fait aujourd'hui, de réfléchir sur les questions qui touchent les problématiques de la femme, pour faire un plaidoyer, essayer de formuler des recommandations et apporter des pistes de solutions. Et je pense qu'on a bien compris l'objectif de la journée. Donc ce n'est pas une journée, je le dis à nos frères qui sont là, ce n'est pas une journée de la fête ou une journée de danse. Et aussi commencer à rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui on parle de la migration comme un enjeu mondial. Donc les questions, si vous voulez, les migrations ont toujours existé. Mais aujourd'hui, pourquoi le débat il est revenu? C'est vrai qu'il y a des aspects économiques, on parle de l'apport des migrants et autres, mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, c'est plutôt la question de la protection juridique des migrants, parce qu'on voit qu'ils empruntent des bateaux, des pirogues et même voilà, des voies terrestres pour aller aux États-Unis. Donc la question aujourd'hui qui se discute au niveau des grandes institutions internationales, c'est comment aujourd'hui protéger ces migrants contre le danger. Par exemple, aujourd'hui, au niveau de la région du Sahel, il y a ce qu'on appelle les groupes djihadistes. Il y a des trafiquants, il y a des narcotrafiquants. Comment aujourd'hui protéger ces migrants? Et de plus, comment protéger les femmes qui sont sur les routes migratoires? Donc aujourd'hui, beaucoup de juristes et d'analystes politiques se penchent sur la question pour pouvoir dire attention. C'est vrai que les États, ils ont le droit de dire on n'accepte pas les migrants. Ça fait partie de ce qu'on appelle leur souveraineté. Mais à côté, ces migrants, ils ont besoin de la protection. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment, il y a eu une pirogue, je ne sais plus si c'est à la plage de Nouadhibou ou de Nouakchott. Il y a eu beaucoup de femmes qui étaient dans cette pirogue-là et malheureusement qui étaient décédées. Et aujourd'hui, la situation elle est très préoccupante sur le plan des droits humains. Donc comment protéger la vie surtout de ces personnes qui partent vers l'Europe ou les États-Unis. Donc, alors, l'objectif aujourd'hui de cette session, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que la migration, mais aussi comprendre et différencier comment les migrations influencent à tous les stades la condition de la femme. Parce qu'on parle de la migration d'une façon générale et on sait que les impacts ne sont pas les mêmes sur les femmes que sur les hommes. Et nous allons voir le pourquoi ces impacts ne sont pas les mêmes. Bien sûr, montrer les avantages de la migration sous l'angle économique, peut-être juste quels sont les apports, mais aussi voir quelles sont les conséquences néfastes de cette migration. Alors, traditionnellement, la migration est un phénomène naturel, comme j'ai eu à le dire. Donc, les populations, depuis des siècles, si vous voulez, migrer pour aller chercher une condition de vie meilleure à l'international ou bien même à l'intérieur d'un seul pays.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes migrent à la recherche de conditions de vie meilleures, mais d'autres également partent parce qu'ils sont obligés de partir. Si je prends le cas des réfugiés syriens ou des réfugiés maliens ou d'autres réfugiés qui sont contraints de partir parce qu'ils ont peur pour leur vie. Donc ces gens-là, ils partent. Ce qu'on appelle, on a deux types de personnes qui migrent. Il y a des migrants qu'on appelle, entre guillemets, migrants volontaires parce qu'ils ont décidé de quitter leur pays ou leur village. Il y a aussi d'autres personnes qui migrent parce qu'elles sont autant pour moi obligées de partir. Et quand on parle des questions migratoires, il faut retenir qu'on a des migrants qu'on appelle des migrants saisonniers. Dans les années passées, j'ai effectué des missions dans les régions de l'Assaba, dans les villages, certains villages les plus reculés. Vous venez à une période de l'année, vous n'allez pas trouver les hommes dans ce village-là. Parce qu'à l'époque, j'étais responsable d'un programme genre pour une agence des Nations Unies. Et il fallait, pendant cette période-là, venir distribuer ce qu'on appelle le cash pour pouvoir aider les familles parce que les hommes, à un certain stade, ils ne sont plus là. Donc là aussi, la question de la femme, elle se pose parce que du fait de la migration des hommes, elles deviennent des chefs de famille. Qu'en est-il de la Mauritanie? Parce qu'on sait que l'analyse des flux migratoires montre la présence des femmes sur les routes migratoires. Tout à l'heure, j'ai parlé des conflits. J'ai parlé des conflits qui font que les gens sont obligés de quitter. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, il y a ce qu'on appelle les causes qui engendrent ces conflits-là, ce qu'on appelle les causes économiques, la pauvreté, le manque d'accès aux ressources naturelles ou aux ressources financières. Mais il y a également ce qu'on appelle les causes politiques. Je disais qu'il y a plusieurs causes. Il y a les causes économiques, mais il y a aussi les causes politiques, les causes sociologiques et les causes sont multiples et énormes. Par exemple, nous, en tant que juristes et analystes politiques, quand on s'intéresse sur les causes politiques, c'est plus les questions de bonne gouvernance, les questions liées à l'accès à la démocratie, à l'état de droit. Si vous voyez, il y a les conflits, par exemple, électoraux plutôt, ou les conflits qui surviennent en amont des élections. Si je prends le cas du Sénégal, aujourd'hui, on observe des conflits et des violences dans le cadre électoral. Mais il y a ce qu'on appelle les causes sociologiques. Et dans ces causes sociologiques, on a les inégalités, par exemple, sociales ou les inégalités qui touchent la femme et qui font qu'aujourd'hui, la femme elle est obligée de quitter son village ou sa ville pour aller ailleurs. Supposons, par exemple, elle quitte les femmes, le cas des femmes domestiques, par exemple, qui quittent le Mali pour venir parce que déjà, elles fuient la guerre, mais aussi elles viennent chercher une condition de vie meilleure en Mauritanie et elles s'adonnent dans l'activité du travail domestique. Donc, vous voyez, il y a une liaison entre les questions migratoires, les questions de conflits, les questions socio-économiques, mais il y a aussi les questions politiques, les questions de la gouvernance, de la démocratie, de l'accès à l'état de droit. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là sont reliées. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas de la migration sans pour autant parler de toutes ces notions qu'on appelle qui gravitent autour. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, comme je le disais, les causes migratoires, les causes autant pour moi qui engendrent les conflits et qui font que les populations migrent par la force. Donc, il y a ce qu'on appelle l'affaiblissement des structures étatiques, les nouvelles venances, l'apparition des groupes non conventionnels, tout ce qui sont impliqués dans la cybercriminalité, dans le cybercriminalité autant pour moi, le trafic de drogue. Voilà, toutes ces causes font qu'aujourd'hui, la migration elle est devenue de plus en plus intense. Maintenant, quel est l'impact? Parce qu'on a parlé des causes et maintenant, quelles sont les conséquences de ces migrations sur les femmes? C'est le thème d'aujourd'hui qui nous réunit ici. Donc, souvent, le choix de la destination ou bien les raisons dont elle est pratiquée dépendent du fait que l'on soit homme ou femme. Donc, parce que les hommes, quand ils migrent, ils ont des raisons ou des objectifs bien précis. Les femmes aussi, quand elles migrent, elles ont des raisons ou des objectifs bien précis. Par exemple, aujourd'hui, on retrouve une femme migrante à l'international
Par exemple, elle a été mariée à un homme qui est migrant et elle était obligée, ou il était, bon, je n'utiliserai pas le terme, mais elle a décidé d'aller rejoindre son mari. Et là, elle devient migrante, mais parce qu'elle est dans un mariage qui l'a amenée à migrer. Parfois, on a des femmes qui viennent pour chercher du travail. Elles sont migrantes pour des raisons économiques. D'autres sont là aujourd'hui avec leurs enfants parce qu'elles ont fui des conditions de vie difficiles, la guerre ou le conflit. J'ai donné tout à l'heure le cas des migrants maliens, les Touaregs qu'on rencontre parfois dans la rue, malheureusement, qui s'adonnent à la mendicité. Donc, c'est des gens qui ont fui la guerre pour venir se réfugier en Mauritanie et qui deviennent des migrantes par contrainte. Mais il y a aussi d'autres raisons qui font que les femmes, elles migrent pour aller étudier. Aujourd'hui, moi, le terme m'a toujours dérangé parce que quand on parle de la migration des gens qui nous viennent de l'Occident, on parle du statut d'expatrié. Et quand nous, on quitte l'Afrique pour aller à l'étranger, on nous parle d'émigrer, donc d'immigrer plutôt, parce que, voilà, et alors que l'objectif, c'est le même, parce qu'ils ont quitté leur continent pour venir travailler en Afrique, et certains quittent aujourd'hui l'Afrique pour aller travailler à l'Occident. Donc vous voyez, en fait, ce sont les raisons qui peuvent parfois différer. Alors, il faut rappeler qu'on a deux types de migration parce qu'aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de dire que la thématique migratoire, elle fait l'objet de beaucoup de débats et je me rappelle il y a de cela quelques années quand on a décidé d'axer nos recherches doctorales sur cette question, donc on nous disait mais quelle est la pertinence de travailler sur cette thématique. Mais quand même, il faudra toujours restructurer aujourd'hui, même si on en parle beaucoup, pour qu'il n'y ait pas assez d'amalgame. On ne peut pas aujourd'hui parler de la migration en mettant, c'est-à-dire en faisant un amalgame. On a deux types de migration. Il y a une migration qu'on appelle une migration légale, c'est-à-dire là, c'est quelque chose qui est encadré. Les gens, ils passent par les voies normales pour rejoindre un pays ou un continent, ou bien pour quitter une ville vers une autre. Mais on parle de la migration irrégulière aujourd'hui. C'est ça la question centrale aujourd'hui qui pose problème au niveau des questions de la gouvernance. Parce que les jeunes sont en train de partir, surtout les femmes. Et malheureusement, on constate que si on suit la situation, on travaille là-dessus, on sait que de plus en plus, les femmes, elles sont impliquées sur les routes migratoires dangereuses. Là, on parle de la migration irrégulière et avec ses conséquences néfastes. Alors, les aspects positifs de la migration, donc plutôt la migration régulière. Hein. Il y a ce qu'on appelle les contributions aux économies des pays d'accueil et origine. On voit tout ce qui est transfert, par exemple, monétaire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui envoient des fonds au niveau de leur village, que ce soit des migrantes ou d'hommes ou de femmes. Mais plus aujourd'hui, les femmes, elles contribuent beaucoup. Elles contribuent également à l'éducation de leurs enfants parce que récemment, je suivais un documentaire sur une femme éthiopienne qui a travaillé en Chine pendant plus de 30 ans et qui a financé les études de son enfant qui est devenu pilote d'une compagnie aérienne. Donc pour dire que les femmes, aujourd'hui, quand elles migrent, elles contribuent aussi à l'éducation de leurs enfants. Mais également, elles deviennent des cadres. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des success stories qui montrent des femmes issues de la migration qui ont réussi en fait à s'intégrer dans les sociétés, dans les pays d'accueil, jusqu'à devenir des cadres de ces pays-là. Donc ce n'est pas juste le tableau sombre qu'on montre, mais aujourd'hui les femmes, elles contribuent beaucoup. Toutefois, parce que, comme je le disais, la question aujourd'hui centrale qui se pose, c'est la question des droits humains. Comment protéger les femmes qui sont sur les routes migratoires aujourd'hui? Donc, faut pas. C'est vrai qu'on voit les avantages, tout ce qu'elles font et tout. Maintenant, est-ce que ces avantages sont comparés aux conséquences néfastes que les femmes sont en train de vivre dans le cadre de la migration irrégulière?
elles sont d'abord confrontées aux violations des droits humains. Parce que quand je dis violation des droits humains, il y a tout ce qu'on appelle ce paquet d'abus, d'exploitation. Déjà, les femmes qui empruntent les voies illégales, elles tombent entre les mains des trafiquants. Donc des personnes qui leur promettent, voilà, vous nous donnez tel montant, nous allons vous faire passer d'une telle frontière à une autre. Donc déjà, là, elles perdent leurs économies parce qu'elles sont obligées de travailler pendant plusieurs années, plusieurs mois pour réunir une somme d'argent. Là, elles ont cette somme d'argent, elles vont passer par les mains d'un passeur et ce dernier profite pour les exploiter. D'autres femmes, ce n'est pas l'argent qu'elles donnent, plutôt on leur propose de passer par certaines choses qui ne sont pas conformes aux valeurs pour pouvoir monter, embarquer dans une pirogue. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a plusieurs choses aujourd'hui qui font que quand on parle de la migration et de la situation de la femme dans le domaine des migrations irrégulières, elles sont victimes, elles sont souvent très exploitées par ces bandes de trafiquants. Mais il y a également les enjeux sécuritaires. Et ces migrants, si vous voulez, la zone sahélienne, elle est confrontée à cette menace djihadiste. Donc les femmes, malheureusement, elles quittent d'un pays en autre en passant par le désert du Sahara. Et elles se retrouvent, vous voyez, tellement que la route elle est dangereuse, elles peuvent être victimes du viol, elles peuvent être victimes du kidnapping, elles peuvent être victimes. Donc la liste, elle est énorme. Et aujourd'hui, la question que l'on devrait se poser, est-ce que le désir de réussir pour aller à l'étranger face au danger, donc voilà, est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de courir tous ces risques et de partir en étant femme? Donc ça, c'est la question aujourd'hui qui se pose actuellement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Il y a aussi les discriminations. Par exemple, lorsqu'on est une femme, aussi les vulnérabilités s'accentuent. Si vous voyez, les dangers humains sont les mêmes, étant un homme ou une femme migrant qui empruntent des routes dangereuses, mais les vulnérabilités chez la femme s'exacerbent. Par exemple, si un homme il est kidnappé par les bandes, les narcotrafiquants entre la frontière mexicaine et américaine, peut-être il ne va pas subir les mêmes sorts que la femme. On est tous d'accord. Donc la femme, elle devient doublement vulnérable. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, parler de la migration sans pour autant parler de ces questions-là. Que l'on soit juriste ou que l'on soit sociologue ou que l'on soit économiste ou que l'on soit géographe, quel que soit le profil qu'on a aujourd'hui, on fait face à cette question, à la réalité juridique de la protection des migrants. Comment les protéger? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'on appelle des mesures pour sécuriser les frontières et autres. Mais quelqu'un qui est en train de mourir sur une pirogue en mer, il a le droit d'être secouru. Donc, si vous voyez, c'est tout le débat aujourd'hui qui se pose, c'est comment protéger ces migrants, même s'ils sont dans une situation irrégulière. Donc, il y a ce qu'on appelle le droit international des droits de l'homme, donc qui dit que la personne, quelle que soit, c'est une personne humaine et elle a droit au respect, à sa dignité humaine. On ne peut pas dire qu'on voit un pirogue. C'est pour ça que la semaine passée, les marins mauritaniens ont secouru en mer des migrants dans une pirogue où il y avait des femmes. Et moi, quand j'ai vu la vidéo, c'était choquant. Des femmes couchées par terre qui étaient dans la pirogue et l'on se pose la question à quel moment nous sommes arrivés là pour pouvoir prendre ces routes-là. Donc voilà, au-delà du fait qu'ils soient ou qu'elles soient en situation régulière, elles sont protégées par le droit. Que ce soit le droit national, le droit régional, le droit international, les États sont obligés de protéger ceux qui sont en mer et en situation irrégulière, ou bien ceux qui sont sur un territoire, même s'ils ne sont pas rentrés d'une manière légale, par exemple. Et je vais terminer par ce slide pour ouvrir le débat, parce qu'aujourd'hui, la question elle est loin d'être épuisée. Même si on passe des années à étudier là-dessus, il restera toujours des perspectives, des questions davantage qu'il faudra creuser. En guise de proposition, il faudra réfléchir davantage parce que
la question qui se pose, c'est que les États ont du mal aujourd'hui à voir entre ce qu'ils appellent leur souveraineté à eux. Je ne sais pas si je vais revenir sur ce qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté en droit international, c'est que l'État lui-même, il est indépendant. Par exemple, l'État mauritanien, il est indépendant, il est libre de décider de sa politique interne. Mais à côté, il y a ce qu'on appelle le droit international auquel la Mauritanie a signé, pour dire, par exemple, de respecter certaines garanties liées à la dignité humaine. Donc, c'est cette question aujourd'hui qui se pose, comment concilier les deux. Et les défenseurs des droits humains disent que les migrants, quelles que soient leurs conditions d'entrée dans le territoire national, doivent être protégés. Et ils doivent être protégés contre, surtout les femmes, doivent être protégées sur tout ce qu'on appelle les abus, les exploitations sexuelles et tout, parce que cette protection, elle est garantie. Et maintenant, valoriser aussi le savoir-faire des femmes migrantes. Parce que ici, on a des organisations de femmes migrantes par pays. Et elles sont très organisées. Si vous voyez, j'ai eu à travailler avec elles, quelques-unes de ces organisations. Elles font un travail remarquable parce que s'il y a une personne ou une femme qui a des soucis, qui a des problèmes en Mauritanie, elle peut faire appel à cette organisation. Elles s'entraident beaucoup, elles organisent des causeries et elles sont en collaboration avec les organisations de défense des droits humains. Donc, si vous voyez, la migration des femmes, elle n'est pas quelque chose de néfaste, mais aujourd'hui, face au danger, face à la réalité, la question se pose. Est-ce qu'il faudrait négliger cet aspect, l'apport que les migrants apportent, pour aussi négliger l'autre côté de la protection. Donc la question se pose aujourd'hui. En tout cas, nous qui sommes juristes spécialisés sur les questions, nous sommes plutôt du côté qu'il y ait le respect et la protection de ces personnes migrantes, quelles que soient leurs conditions d'entrée sur un territoire. Et si je vais clôturer, finir la présentation par ça. Et le débat, il est ouvert et toutes les questions, autant pour moi les questions, les suggestions, les commentaires, parce que je parle de suggestions, peut-être il peut y avoir un domaine qui n'a pas été élucidé et qui mériterait d'être approfondi. Donc je reste à disposition pour revenir sur certaines parties qui n'ont pas été bien comprises par les participants. Merci.